Vous rêvez d'une nouvelle maison, d'un investissement sûr ou de simplifier la gestion de vos biens? Mapiol est la solution. Grâce à nos services adaptés à vos besoins, Mapiol vous accompagne à chaque étape de votre projet immobilier. Mapiol, c'est aussi la plateforme immobilière entièrement digitale qui s'adapte à vos préférences et à vos sélections pour vous recommander des propriétés qui répondent le mieux à vos critères. Avec Mapiol, simplifiez-vous la vie en bénéficiant de nos différentes offres et services immobiliers, notamment l'achat, la vente, la construction, la location, le financement et l'investissement. Bénéficiez également d'un accompagnement juridique expert pour sécuriser vos transactions et déléguer la gestion de vos biens en toute confiance. Également, simplifiez vos démarches administratives grâce à notre expertise. Mapiol, c'est la solution globale, accessible et transparente à tous vos besoins immobiliers. Mapiol, l'immobilier en un clic. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette autre édition de votre émission Autant le dire. La France a mené une guerre contre le Cameroun entre 1945 et 1971. C'est la conclusion à laquelle a abouti le rapport de la commission mixte franco-camerounaise chargée d'étudier le rôle de la France dans la répression des mouvements nationalistes camerounais pendant la période de décolonisation. On aurait pu exulter à la suite de ce rapport rendu public sous la direction de l'historienne française Karine Ramondi si cette révélation n'avait pas été déjà faite 14 ans plus tôt dans le livre de Jacob Tatitsa, Thomas Deltombe et Manuel Domègue intitulé Cameroun, une guerre cachée aux origines de la France-Afrique, paru en 2011 aux éditions La Découverte. Après de longues décennies de déni, l'heure est-elle venue pour la France de reconnaître ses crimes au Cameroun? Que se cache-t-il derrière ce rapport commandé par Emmanuel Macron? Je poserai ces questions et d'autres à mon invité, l'historien et chercheur français Thomas Deltombe. Merci de rester fidèle à Naya TV. Merci de regarder Autant le dire. Thomas Deltombe, bonjour. Bonjour. Le rapport de la commission créée par le président français Emmanuel Macron, chargé de faire la lumière sur le rôle et l'engagement de la France au Cameroun dans la lutte contre les mouvements indépendantistes et l'opposition entre 1945 et 1971, a été rendu public. Comment l'avez-vous accueilli? Nous, on a surtout été observateurs de cette affaire. On a vu en 2022, je crois, à l'été 2022, notre président, pour ce qui concerne Manuel et moi, à côté du président camerounais, pour ce qui concerne Jacob, on a vu ces deux personnages annoncer la création d'une commission, mais d'entrée de jeu, en réalité, on était un peu sceptiques. D'abord parce que, pour ce qui me concerne, j'avais été contacté à cet été-là pour essayer par l'Élysée, qui voulait que je participe manifestement à une opération de communication autour de l'annonce de cette commission. Et de façon plus importante, en fait, la mise en scène qui avait été faite lors de la visite d'Emmanuel Macron à Yaoundé nous avait laissé pour le moins sceptiques. On avait vu le président français annoncer une commission devant un président camerounais qui était resté complètement mutique. Et ça nous a paru déjà quand même un peu étrange, en fait, cette asymétrie, disons, entre le président français et le président camerounais nous semblait un peu étrange, au moment où justement il était question de, comme l'a dit le président Macron, faire la lumière sur une histoire d'inégalité, de répression et d'injustice entre ces deux pays. Donc pour tout vous dire, on a observé d'assez loin ce processus. On avait écrit un petit texte d'entrée de jeu pour dire tout notre scepticisme sur cette démarche. On y reviendra peut-être. Et aujourd'hui, effectivement, le rapport a été rendu. Il est long, il est roboratif, il est intéressant par certains aspects. D'une certaine façon, on peut dire qu'on peut être satisfait des conclusions, puisqu'elles rejoignent exactement, presque mot pour mot, ce que nous avions expliqué il y a plusieurs années déjà dans le livre Cameroun, une guerre cachée aux origines de la France-Afrique, mais aussi d'autres historiens, pas seulement nous. C'est-à-dire qu'en fait, disons que c'est un rapport de validation plutôt qu'un rapport véritablement d'exploration.
Alors effectivement, vous aviez à l'époque, en 2022, lorsque Emmanuel Macron, alors en visite au Cameroun, avait annoncé la mise en place de cette commission, vous aviez été sollicité et vous avez refusé l'appel de l'Élysée pour participer à cette commission. Aujourd'hui, est-ce que vous auriez refusé si l'initiative vous était encore présentée, ou alors avec un peu de recul, vous dites peut-être qu'on aurait dû y prendre part? Bon, cette histoire de refus, là, c'est un peu une anecdote, pour vous dire les choses. En réalité, quelques jours avant le voyage d'Emmanuel Macron à Yaoundé, j'avais été appelé par une dame de l'Élysée, très, très sympathique au demeurant, qui m'avait expliqué presque explicitement, en fait, en quoi consistait cette opération. Il s'agissait pour moi d'aller dans l'avion d'Emmanuel Macron, d'être installé sans doute quelque part, passer une journée à faire une sorte de discussion entre représentants de la société civile, disons entre guillemets, et ensuite on demandait aux gens de cette société civile d'interpeller le président sur ces questions mémorielles, et la dame qui me parlait m'expliquait que de toute façon la réponse à cette interpellation était déjà préparée. Elle m'a même donné le nom de la personne qui a préparé cette réponse à l'interpellation qu'on me demandait de faire. Mais donc c'était dans ces conditions, évidemment, il était hors de question pour moi de participer à ce genre de mise en scène. Mais de toute façon, au-delà de cette mise en scène, nous, en tant que Français, en tout cas moi en tant que Français, je connais assez bien Emmanuel Macron. Je fais pas du tout partie des partisans d'Emmanuel Macron. Depuis son élection en 2017, je suis extrêmement sceptique sur ses politiques, que ce soit ses politiques en direction de l'Afrique, ses politiques migratoires, ses politiques sociales, et j'avais pas tellement l'intention de participer à ses manœuvres et à sa communication. Alors je rappelle. Pour répondre au reste de votre question. Oui. Non, donc oui, ça répond d'une certaine façon au reste de votre question. C'est-à-dire que de toute façon, nous considérons qu'il faut vraiment séparer la recherche scientifique de la politique. Et je crois que là, il y a une sorte de malentendu ou de trompe-l'œil, disons, autour de cette commission. C'est que cette commission est présentée comme une commission d'historiens, comme une commission scientifique. C'est vrai, c'est une commission qui est composée d'universitaires. Bon, mais c'est d'abord une commission politique, évidemment. C'est une initiative politique préparée et lancée par l'Élysée avec un objectif qui est très clair, dans un contexte qui est très clair. Donc ça, je pense que c'est ce qui est le plus important en fait à dire. C'est-à-dire que ce qui est important dans ce rapport, c'est pas tant. On peut en parler, si vous voulez, on peut parler de ce qu'il y a dans le rapport. Oui, mais c'est pas tant ce qu'il y a dans le rapport qui est important, mais tout ce qu'il y a autour. Pourquoi il a été créé, pourquoi cette commission a été montée, quel est l'objectif des commanditaires. Je crois qu'il y a un petit souci dans la médiatisation de ce rapport. En France, ce rapport n'intéresse pas grand monde, pour tout vous dire. Il y a eu quelques articles dans la presse, mais globalement, ça n'intéresse pas grand monde. Mais je crois que les journalistes ont tendance à s'intéresser beaucoup à ce qu'il y a dans le rapport, comme si ils ne se rendaient pas compte qu'en réalité c'était une opération politique. Moi je dis toujours aux journalistes qui m'appellent, je leur dis, vous savez, quand le communicant montre la Lune, le bon journaliste doit regarder le communicant, pas la Lune. C'est un peu pour reprendre l'adage du sage qui montre la Lune, etc. Moi je pense que ce qu'il faut regarder, c'est véritablement quelle a été l'intention des commanditaires de ce rapport et essayer de décrypter ce rapport en fonction de son contexte. Oui. On aura le temps d'y revenir, Thomas Deltobe, mais je dois à la vérité de rappeler quand même à ceux qui nous écoutent que l'historienne française Karine Ramondi, qui était un peu la directrice de la production de ce rapport, a été sollicitée pour participer à cet échange à vos côtés. Malheureusement, elle a décliné mon invitation, ce qui est bien dommage parce que j'aurais aimé un peu croiser les points de vue entre le vôtre, parce que vous avez été quand même les premiers à parler de la guerre cachée au Cameroun à travers votre livre que j'ai annoncé tout à l'heure, Cameroun, et donc ce rapport qui vient en quelque sorte valider ce que vous aviez déjà dit. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une espèce de déséquilibre entre ce que les médias et les politiques en France réservent, l'accueil que les médias et les politiques en France réservent à ce rapport par rapport
à l'accueil que ces mêmes personnes avaient réservé à votre livre à vous en 2011, quand il est sorti en France? En fait, en réalité, c'est pas que notre bouquin. Nos livres au Cameroun en 2011 et La guerre du Cameroun en 2016, Oui. Ils s'inscrivent dans une longue filiation d'écrits et de production historique sur ces questions. On n'est pas les premiers du tout à travailler là-dessus. Vous savez, comme moi, que Mongo Betty, dès le début des années 70, a écrit Main basse sur le Cameroun, sur ce sujet. Ensuite, un livre qui a été interdit en France. Voilà, un livre qui a été interdit en France en 1972. Il y a eu les livres de Richard Joseph, les livres les travaux d'Achille Mbembe, de Meredith Tereta, de Daniel Abois, de plein de gens, en fait. Oui. Donc la question, c'est pas tant, ce qui est intéressant pour répondre à votre question, c'est qu'effectivement, les médias français ont tendance sont très oublieux, hein, mais ça c'est assez habituel. C'est drôle parce que les journalistes ont l'air de découvrir la guerre du Cameroun, alors que ça fait en fait des années qu'on en parle en France et au Cameroun. Et donc il y a toujours cette idée d'essayer de vendre de la nouveauté. Ah voilà, oh là là, révélation, il y a eu une guerre au Cameroun. Mais en fait, ça fait longtemps qu'on le dit, pas que nous, hein, ça fait longtemps que des historiens, des journalistes, des militants le disent. Et il y a une sorte d'effacement. Alors qu'on dit qu'on va faire la lumière sur le passé, en fait, on efface la longue lutte de tous ces gens que j'ai cités, plein de militants et militantes anonymes qui ont lutté pour que cette répression soit reconnue. Et bizarrement, la démarche de la commission, la démarche de l'Élysée, en fait, consiste à effacer ce qui s'est fait précédemment. Pour finalement donner le crédit de cette pseudo-découverte à l'Élysée. Ça, c'est quand même, à mon avis, une des caractéristiques intéressantes, c'est que, on dit, vous avez utilisé même cette expression, qui était l'expression d'Emmanuel Macron, de faire la lumière sur, mais comme si c'était finalement Emmanuel Macron qui avait fait la lumière sur quelque chose. Mais ce que je crois, c'est que c'est surtout Emmanuel Macron qui voudrait qu'on fasse la lumière sur lui. Alors, dans un article que vous avez publié il y a quelques jours sur le site Afrique 21, vous dites qu'il faudra sans doute pointer les faiblesses et les insuffisances de ce rapport qui passe sous silence des aspects importants de cette histoire enfouie. Quelles sont ces faiblesses et ces insuffisances ? Alors, je pense qu'il y a plusieurs niveaux. En fait, ce qui est compliqué dans ce rapport, c'est que d'un côté, les grandes conclusions... en fait, le rapport n'apporte rien sur les grands aspects de cette guerre, c'est-à-dire les grandes phases, la nature de ce conflit. Donc le rapport confirme qu'on peut bien parler d'une guerre. En raison des techniques qui ont été utilisées par les forces de répression, qui sont les mêmes que celles qui ont été utilisées pendant la guerre d'Algérie, notamment, qu'on appelle bien guerre, guerre d'Algérie. Le rapport confirme, disons, le nombre de morts, le bilan humain, disons, qu'on avait déjà identifié et que d'autres, comme Meredith Tereta, par exemple, avaient déjà identifié dans les archives, donc plusieurs dizaines de milliers de morts. Tout ça, c'est des choses qui avaient déjà été écrites il y a 15 ou... Et par contre, alors donc sur les grands faits, les grands aspects de ce conflit, il n'y a aucune nouveauté, vraiment aucune. En revanche, il y a plein de petits détails. C'est-à-dire que si vous connaissez bien le sujet, vous lisez les 1000 pages du rapport et vous voyez une petite citation que vous n'aviez jamais vue ailleurs, un petit commentaire que vous n'aviez jamais vu ailleurs, etc., etc. Donc effectivement, si on lit dans le détail, on apprend plein de petites choses. Par contre, si on regarde les grandes conclusions, ce qu'il faut retenir, on n'apprend rien. Voilà, pour dire les choses crûment. Sur les faiblesses, c'est simplement, quand j'écris ça, c'est aussi une forme de déception. C'est-à-dire que nous, on est resté à l'écart, à distance vraiment de cette initiative. Et en même temps, évidemment, comme on a travaillé pendant des années et des années sur ce sujet, évidemment, on espérait apprendre beaucoup de choses, peut-être même qu'il y ait... Des contradictions. C'est-à-dire, là, je regrette un peu, effectivement, d'apprendre que Karine Raimondi n'a pas souhaité discuter avec moi, avec nous, parce que j'aurais bien aimé, en fait, j'aimerais bien, à un moment donné, qu'il puisse y avoir un débat, en réalité. Parce que là, on a l'impression qu'on est dans une opération de communication complètement unilatérale, où Karine Raimondi, seule, parle de son rapport sans, en fait, ne rentrer dans aucun échange, finalement, avec les personnes qui ont travaillé
à côté d'elle ou avant elle, ou bon, ça viendra peut-être, mais et oui, et donc on aurait aimé quand même apprendre des choses sur des aspects qu'on ne connaît pas. Par exemple, nous, bon, un des exemples, par exemple, c'est qu'on aurait bien aimé avoir des sources, des nouvelles sources pour apprécier le bilan humain de cette guerre, par exemple. Donc là, on l'entend dire des dizaines de milliers de morts, etc. Bon, ça, c'est quelque chose qui est déjà en 4e de couverture du livre Cameroun, par exemple. C'est l'expression qu'on utilise en 2011. C'est bizarre qu'ils aient pas, c'est dommage, en tout cas, qu'ils aient pas mobilisé des démographes. Par exemple, je sais que par exemple, sur la conquête de l'Algérie au 19e siècle par les Français, des démographes ont travaillé pour essayer d'établir un bilan humain de la conquête de l'Algérie par les Français. C'est un travail qui a été fait par des démographes, et donc on a des chiffres relativement précis, peut-être 850 000 morts. Bon, c'est énorme. C'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à avoir des bilans un peu plus précis s'agissant d'une guerre plus récente. Autre question, par exemple, dans le rapport, il est débattu la notion de génocide. Bon, oui. Nous, c'est aussi une question sur laquelle on s'interroge sur ce terme dans les livres qu'on a publiés. Est-ce qu'on a affaire à un génocide, etc. Mais en réalité, cette question dans le rapport est balayée extrêmement rapidement. Oui, mais sur cette question précisément, oui. Karine Ramondi dit qu'il ne lui revient pas à elle, en tant qu'historienne, de qualifier la nature des crimes, génocide ou pas génocide. Ce n'est pas de sa responsabilité, mais celle de la justice. Elle est historienne. Oui, alors ça, je suis tout à fait d'accord pour le coup, et oui. Ça, je partage cette idée. Ce n'est pas à une historienne de rendre justice. C'est pas la Cour pénale internationale. En revanche, comme tout le monde sait qu'il y a une très forte interrogation sur la qualification des faits. C'est-à-dire, effectivement, on établit des faits, et ensuite, il s'agit d'utiliser des termes pour qualifier ces faits. Par exemple, quand la commission confirme qu'il y a bien eu une guerre, elle utilise un qualificatif qui était justement celui qu'on avait avancé dans Cameroun, une guerre cachée aux origines de la France-Afrique, ou dans le livre. Et plus tard, le livre La guerre du Cameroun, voilà. Oui. Voilà, elle utilise bien une terminologie pour essayer de qualifier des faits. Et bien, de la même façon, on aurait pu imaginer finalement que la commission aille plus loin dans le descriptif des violences, de sorte qu'on puisse qualifier, pas forcément pour accuser, pas de façon forcément juridique, mais de façon historique. Est-ce que nous avons affaire historiquement à un cas de génocide ? Parce que la notion de génocide, c'est pas simplement une notion juridique, c'est aussi une qualification historique. Mais plus important que ça, c'est que dans le passage qui est consacré à ces questions, le rapport explique que c'est qu'un génocide, c'est très bien, parle aussi de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, mais balaye complètement ces deux notions-là. Comme si la seule question était de savoir si oui ou non nous avons affaire à un génocide. Moi, je pense que le qualificatif de génocide n'est pas le plus adapté pour qualifier ces faits, mais en revanche, la qualification de crime de guerre ou de crime contre l'humanité pourrait tout à fait s'appliquer. À partir du moment où il est établi que la torture a été utilisée de façon systémique dans le courant de cette guerre, il est assez facile de dire que effectivement nous sommes en présence de crimes de guerre. La torture est constitutive d'un crime de guerre. Et donc là, je trouve qu'il y a quelque chose. Voilà le type de problème, à mon avis, mais il y en a plein d'autres qu'on pourrait souligner on pourrait identifier dans le rapport. C'est-à-dire, voilà, on parle de est-ce que génocide ou pas génocide ? Nous ne pouvons pas dire que nous ne sommes pas juristes, mais en revanche, quand il est question de couper des têtes ou de torturer des civils, et ben là, on pourrait aller plus loin dans la qualification des faits. Et donc là non plus, finalement, nous, en tout cas Manuel, Jacob et moi, on s'attendait à avoir plus de biscuits, pour parler vulgairement, sur ce type de questions. De la même façon, il y a toute une série de questions. On était curieux de savoir ce qu'une commission de 14 universitaires franco-camerounais mandatés par le pouvoir, avec des moyens énormes, avec normalement toutes les archives à leur disposition, avec des archivistes qui sont mis à leur disposition, de l'argent, etc. On aurait pu s'attendre, pour tout vous dire, à avoir un petit peu plus d'éléments nouveaux. Bon.
Oui. Alors, je dois quand même dire, Thomas Deltombe, votre modestie et celle de vos camarades Jacob Tatitsa et Manuel Domègue dut-elle en souffrir, que c'est depuis 15 ans quand même que vous dénoncez la chape de silence qui a toujours couvert la guerre menée par la France contre le Cameroun, que ce soit dans vos livres ou dans vos interviews. Et depuis quelque temps, vous avez commencé à être rejoint par un certain nombre d'observateurs de la scène politique et même de l'histoire de la France, y compris en France. Je vous propose de regarder cette réaction assez intéressante de Pascal Blanchard dans un débat sur France 5, et il jugeait presque inutile la commission alors créée par Emmanuel Macron. Je vous propose de regarder et nous revenons juste derrière. Nous, on fait des commissions pour commencer à réfléchir si on a fait la guerre au Cameroun. Je vous rappelle que François Fillon, en campagne en 2017, nous a annoncé que la France n'avait jamais fait la guerre au Cameroun. Donc on se dit que nos élites politiques sont incultes, qu'il faut faire des commissions 2022 pour commencer à réfléchir à l'histoire. Là, Emmanuel Macron a du mal à comprendre pourquoi il va pas assez vite. Ben non, il va pas assez vite. Les élites en Afrique savent qu'il y a eu la guerre au Cameroun, savent qu'il y a eu la guerre en Algérie, et ils disent, mais attendez, monsieur le Président, vous faites des commissions, en fait, pourquoi faire? Pour savoir ce qu'on sait tous, ou pour peut-être un jour faire ce que font nos voisins. Alors Thomas Deltombe, comment vous réagissez à ces propos de Pascal Blanchard? Est-ce que vous considérez qu'il vous rend justice en quelque sorte? C'est amusant, Pascal Blanchard. Là, c'est marrant parce que Pascal Blanchard, justement, c'est ce qu'on pourrait, c'est un historien, c'est un communicant, un publicitaire qui est très très proche d'Emmanuel Macron. Donc c'est un peu paradoxal parce qu'il travaille pour Macron régulièrement. Il a fourni un rapport qui s'appelle Portrait de France il y a quelques années qui accompagne les politiques mémorielles et communicationnelles de l'Élysée. Là, son dernier livre a été publié sous le haut patronage d'Emmanuel Macron. C'est un livre un peu de commande sur les Jeux Olympiques au moment des Jeux Olympiques. Donc c'est quelqu'un qui est très très proche du pouvoir en fait et qui est à la télévision en permanence. Et je sais pas, il a peut-être eu un coup de sang ou une révélation à un moment donné. Il a expliqué que cette commission ne servait à rien. Mais oui, effectivement, je pense alors il se trompe. C'est que c'est un historien qui est pas toujours très très précis. Il passe peut-être trop de temps sur les plateaux de télévision, mais il se trompe évidemment quand il parle de François Fillon en 2017, puisqu'en réalité les déclarations dont il parle datent de 2009. 2009, alors que François Fillon était en visite au Cameroun, il avait animé une conférence à l'Institut des Relations internationales du Cameroun. C'est ça, et il avait été questionné sur les assassinats de nationalistes camerounais. Manifestement, et la responsabilité de la France dans ces assassinats. Et manifestement, il ignorait absolument toute cette histoire, et donc il avait assez de façon très péremptoire, avait dit qu'il s'agissait de pures inventions, ce qui nous amusait, puisque à l'époque, on était en train de rassembler énormément de matériaux qui montraient justement que c'était tout sauf de la pure invention. Tout ça pour dire que c'est l'évidence en fait ce que dit Pascal Blanchard, malgré sa position d'historien quand même macroniste, même pour lui, même pour quelqu'un d'aussi proche du pouvoir, en réalité c'est une évidence que ce type de commissions sont en retard. Et ce qui est intéressant en fait, c'est qu'il dit il regrette en fait que l'Élysée soit en retard parce qu'il fait partie des gens qui craignent que à trop prendre de retard, la France ne perde d'une certaine façon une sorte d'influence en Afrique. Je crois que le cœur de l'affaire est là en réalité. Je crois qu'on n'a peut-être pas assez insisté sur le fait que cette commission s'intègre dans un contexte de très forte réticence, voire d'hostilité à l'égard de la France en Afrique. Et donc c'est pas du tout un hasard, ce n'est pas une coïncidence si le pouvoir français tente ce type d'opération. Ça, je crois que c'est là-dessus qu'il faut véritablement insister. Oui. Alors, vous en parliez tout à l'heure. Comment est-ce qu'on peut expliquer que la commission présidée par l'historienne Karine Ramondi, mise en place par la plus haute autorité de France, le président de la République, n'ait pas eu accès à toutes les archives? Est-ce que cela signifie que la France, malgré la volonté peut-être de façade affichée par Emmanuel Macron, a encore des choses à cacher? Alors j'avoue que je sais pas exactement
à quelles archives la commission n'a pas eu accès. Elle a eu accès à des archives de la DGSE, donc les services de renseignement extérieur français. Ça, c'est quand même très précieux, il faut bien le dire. Oui. C'est-à-dire que, alors, c'est assez intéressant à différents points de vue. Bon, on apprend plein de petites choses grâce à ces archives. Je crois qu'ils avaient 2000 dossiers de la DGSE, si je me trompe pas, donc c'est pas mal quand même. Alors, ce qui est intéressant, en fait, c'est que on apprend plein de petites choses, mais ces petites choses confirment ce qu'on savait déjà. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que la DGSE, d'après en tout cas ces sources-là, ne semblent pas apporter de révélations énormes. On aurait pu s'attendre, par exemple, à trouver dans ces archives des choses plus croustillantes, on va dire plus intéressantes, sur l'assassinat de Félix Roland Moumié, par exemple, en 1960. Alors, grâce à ces dossiers, on comprend mieux le parcours, par exemple, l'itinéraire et la carrière de William Bechtel, qui est l'assassin de Félix Roland Moumié. Oui. Je crois que là, ils ont établi véritablement l'ensemble de sa carrière, parce que on la connaissait un petit peu, mais je crois que là, on a toute une série de détails supplémentaires. En revanche, bon, sur la responsabilité véritablement des plus hautes instances de l'État, j'ai l'impression que la commission arrive à la conclusion que nous faisions, et que finalement plein de gens font depuis le départ, depuis l'assassinat de Moumié lui-même en 1960, c'est-à-dire qu'on sait très bien que ce type d'opérations homo, comme on les appelle, homicides, sont décidés au plus haut niveau de l'État français. Donc en réalité, pas de révélation non plus sur ce point. Mais c'est intéressant de constater qu'il n'y en a pas, en fait. C'est ça aussi. Ce que l'on n'apprend pas, ce que les archives ne nous disent pas, nous apprend quelque chose de ce qui se disait aussi à l'époque, de ce qui pouvait s'écrire ou non à l'époque dans des archives aussi sensibles, dans des papiers aussi sensibles. Alors après, je ne sais pas, je n'ai pas l'impression que la commission ait eu accès aux archives de la coopération policière, je me trompe toujours, SCITP. Donc les archives de la coopération policière. À mon avis, là, il y avait des choses assez sensibles et intéressantes à trouver, mais bon, là peut-être que je me trompe. Et puis alors, ce qui m'a le plus étonné, mais là vous êtes au Cameroun peut-être plus. Ben oui, justement, c'est que les archives de Yaoundé, quant à elles, n'ont carrément pas été accessibles à la commission. Alors ça, c'est incroyable. Enfin, ça me paraît. C'est incroyable. Oui, moi je peux me permettre de le dire. C'est incroyable que pour faire la lumière entre guillemets sur l'histoire entre la France et le Cameroun, les assassinats, on peut le dire, qui ont été commis au Cameroun par la France, que la partie camerounaise ne permette pas qu'on accède à ces archives. Oui, alors ça, c'est vrai que et j'ai eu du mal au début, quand j'ai entendu ça, je n'ai pas compris l'importance de cette information. C'est-à-dire, je me suis dit, ah oui, bon, ils n'ont pas eu accès à tout, mais en même temps, moi, je fais pas partie des gens qui pensent qu'il y a une fin dans les archives. Je pense que des archives, on en trouve toujours. Il y a toujours des nouvelles archives à trouver sur tous les sujets. Donc, le fait qu'il n'y ait pas une exhaustivité archivistique ne me choque pas. Mais c'est vrai que quand j'ai pris conscience que les archives nationales de Yaoundé n'avaient pas été ouvertes par la commission, ni même, d'après ce que je comprends de mes lectures, des interviews de Karine Ramondi, ni même les archives du ministère de la Justice, ministère camerounais de la Justice et le ministère camerounais des Affaires étrangères, me semble-t-il. C'est vrai que ça fait beaucoup. Et c'est surprenant parce que du coup, les archives nationales de Yaoundé ne sont pas sollicitées en fait dans la commission, sauf à travers des travaux d'autres personnes. C'est-à-dire par exemple, la commission cite notre livre pour citer en fait des archives des archives nationales de Yaoundé. Oui. Donc ça, ou d'autres, ou des mémoires d'étudiants ou d'autres livres. Et donc en fait, ils n'ont une approche des archives nationales de Yaoundé qu'à travers des textes tiers. Oui. Donc ça, c'est vrai que c'est un souci méthodologique et surtout au-delà du souci méthodologique, parce qu'en réalité, ces archives, là, j'ai mon ordinateur devant moi. J'ai des tonnes d'archives des archives nationales de Yaoundé dans mon disque dur. Là. Donc, en réalité, elles ont été étudiées. Un certain nombre de ces archives ont été étudiées. Mais ce qui est plus surprenant, c'est ce que ça dit politiquement. Moi, j'essaie toujours de revenir au cadre politique dans lequel ça. Justement, qu'est-ce que ça dit politiquement ? J'avoue que je ne sais pas très bien, parce que il y a comme une contradiction en fait entre le fait que les rapporteurs de cette commission aient été accueillis avec faste au palais des Toudis.
et le président Biya disant enfin nous brisons un tabou, un tabou dans lequel il a versé lui-même pendant je ne sais combien de décennies. Là il y a déjà un premier paradoxe, c'est que le président du Cameroun dit enfin nous brisons un tabou, mais en réalité ce tabou lui-même aurait pu le briser depuis un demi-siècle. Oui. Mais bon, ça c'est une première contradiction, mais en plus de ça, dire qu'on a brisé un tabou alors qu'on n'a pas autorisé la consultation des archives qui sont à 3 kilomètres du discours qu'on est en train de prononcer, j'avoue que c'est... Bon, là, il y a quand même une sorte de... Encore une fois, un jeu de communication que je trouve personnellement un peu malsain, mais bon... Ça rentre peut-être dans la culture de l'opacité qui caractérise un peu la gouvernance au Cameroun. C'est à se demander, Thomas Deltombe, le fait que toutes les archives n'ont pas été finalement ouvertes en France, qu'au Cameroun, les chercheurs, bien que missionnés par les deux gouvernements du Cameroun et de la France, n'ont pas pu accéder aux archives du Cameroun. C'est à se demander comment vous, Jacob Tatitsa, vous-même, Emmanuel Domègue, avez fait pour pouvoir faire votre livre Cameroun, une guerre cachée aux origines de la France-Afrique, qui est fort documenté. Hein. Là, on a fait comme tous les autres historiens, et là, on n'est pas du tout les seuls à avoir fait ce travail. Mais il se trouve, moi, je lis les versions officielles qui sont données. On nous explique que les archives nationales de Yaoundé sont en déménagement depuis plusieurs années et que pour cette raison, elles ne sont pas accessibles. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Je ne porte aucun jugement là-dessus parce que je ne connais pas la réalité des faits. Ce que je sais, c'est que nous, quand on a travaillé, on avait accès. On y allait. Donc, moi, j'habitais à Yaoundé et avec Jacob, nous y allions quotidiennement consulter, prendre des photos, photocopier. Donc, on faisait et à côté de nous, il y avait des étudiants, des chercheurs des chercheuses qui faisaient exactement la même chose que nous. Donc là, j'avoue que je ne sais pas. Et après, comment on a fait? On a fait comme tous les historiens, c'est-à-dire qu'on a récolté dans plein de fonds d'archives à Nantes, à Aix-en-Provence, à Vincennes, en Suisse. Je suis allé en Suisse voir les archives de la Croix-Rouge, à Amsterdam voir les archives du comité de soutien à Ernest Ouandié, etc., etc. Et puis on croisait ces archives avec des livres, évidemment, d'autres travaux universitaires, des travaux de journalistes, la presse de l'époque, les témoins que nous retrouvions par dizaines, parce qu'à l'époque, il y avait plus de témoins qu'aujourd'hui, encore vivants, donc c'était... Et puis, on a fait, après, on a essayé d'analyser tout ça, n'est-ce pas? Et en fait, la commission a fait exactement la même chose, ce qui est tout à fait le propre du travail d'historien. Donc, en fait, on a fait ce qui est amusant, c'est que c'est un petit peu le même travail, c'est-à-dire, c'est le même sujet, le même travail dans une temporalité qui est différente et dans un contexte qui est différent. C'est-à-dire, nous, on s'était assigné comme tâche, en tout cas comme thème, de travailler sur les violences qui ont émaillé la décolonisation du Cameroun de l'après-Deuxième Guerre mondiale à 1971. Donc, on a sous-titré le livre... on a mis comme bande chronologique 1948-1971. Le rapport, lui, dit 1945-1971, mais en fait, c'est la même chose, puisqu'on parle également des émeutes ou événements de septembre 45, etc. Et simplement, le contexte est complètement différent. C'est que nous, on s'était auto-saisi finalement de ce sujet à la suite de la lecture des précédents travaux sur le sujet. On s'était dit, tiens, ça vaudrait le coup d'approfondir, de changer un tout petit peu la problématique, la chronologie, etc. Parce que beaucoup d'études, par exemple, si vous prenez l'étude de Richard Joseph, elle s'arrête en fait en 55-56. Celle d'Achille Mbembe, elle s'arrête en 58. Il y a beaucoup de travaux qui s'intéressent à une région donnée. Donc nous, en s'appuyant sur tous ces travaux et en les développant et en les creusant, on s'était dit que ce serait intéressant d'élargir la focale temporelle pour aller depuis 1945, disons jusqu'à 1971, en enjambant et en comprenant quel a été le rôle de l'indépendance dans cette période et quels ont été les rôles respectifs des acteurs français, des acteurs camerounais. Et en réalité, c'est exactement le même sujet qu'a adopté la commission diligentée par l'Élysée. Donc pour nous, c'est quand même très intéressant. Il y a un petit côté frustrant, je vous cache pas. Chacun a son ego, etc., de voir des gens travailler sur le même sujet. Et, voilà. Mais en même temps, c'est très intéressant de voir, de pouvoir confronter ces travaux. Conforter et confronter ces travaux. C'est vrai que ce serait intéressant de pouvoir dialoguer avec Karine Ramondi, parce que aussi elle pourrait nous expliquer davantage les difficultés qu'ils ont pu rencontrer avec des archives
fermées, désormais fermées alors qu'elles étaient ouvertes à l'époque, etc. Mais bon. Vous parliez de frustration tout à l'heure. L'autre frustration, celle de nombreux chercheurs et même des historiens, c'est que au départ, il était question de mettre toutes les archives, d'ouvrir toutes les archives, de les mettre à la disposition des chercheurs, des historiens. Cela ne sera manifestement pas le cas. En tout cas, ce n'est pas encore le cas pour l'instant. Et vous dites que cette guerre du Cameroun n'est pas une histoire close. Oui, alors là, vous parlez à la malgré fois des le archives. rapport. Oui. Oui, voilà. Mais, en fait, nous, je relisais un article qu'on avait, une interview qu'on avait faite au journal Le Monde en 2016, au moment de la sortie du livre La guerre du Cameroun. La guerre du Cameroun, oui. Et donc, on avait fait une longue interview dans le journal Le Monde, et Jacob Tatita disait, donc mon collègue Jacob Tatita disait, ce serait intéressant qu'en fait au lieu d'être dans une démarche nécessairement de reconnaissance de l'État, de toute façon, bon, on peut discuter même de la nécessité pour un État de reconnaître ce genre de choses. Ce qui pourrait être utile et ce qui serait un signe vraiment de bonne volonté pourrait être, c'est Jacob qui disait ça, de numériser l'ensemble des archives et de les mettre en ligne gratuitement à la disposition de tous. Ben oui. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on avait demandé, nous, publiquement, même dès 2011, mais là, je le vois dans un article de 2016. Et c'est vrai que ça nous aurait semblé, en fait, plus intéressant que de mandater des historiens et des historiennes avec cette sorte de mélange des genres entre la politique et la science. On ne sait plus très bien si c'est un travail universitaire ou un travail politique. Enfin, alors que si la France, par exemple, et le Cameroun, ensemble, s'étaient dit, écoutez, on va débloquer des fonds et des moyens humains pour rassembler toutes les archives, les scanner de façon très propre et très lisible, les numériser, les mettre en ligne sur un site dédié, accessible à tous, qui permettent à tout le monde, universitaires, journalistes, militants, simples citoyens, d'étudier ces archives, de s'en faire leur propre idée. Absolument. C'est vrai que là, la démarche aurait été très différente. On se serait dit, tiens, il n'y a pas une volonté de l'État, des États, de l'État français, de l'État camerounais, de manipuler l'histoire ou de la façonner ou de l'instrumentaliser, mais au contraire de la restituer, de la rendre véritablement, à tous les sens du terme, et de mettre en pleine lumière cette histoire. Ça, c'est vrai que ça aurait été une démarche. Alors peut-être que ça viendra, à force de demander, ça viendra peut-être. Mais pour l'instant, on est quand même dans quelque chose qui est dans une démarche qui nous semble un peu frileuse et qui surtout fait naître une sorte de suspicion. Je ne sais pas comment vous voyez les choses. Moi, je lis quelques réactions au Cameroun. Bah oui. Je sens une très forte suspicion. En fait. Bah oui, parlons justement. En le faisant, on briserait véritablement le tabou, pour reprendre une formule du président Biya. Parlons des réactions au Cameroun, justement après la publication de ce rapport. Les réactions sont assez fortes et celle qui me semble le mieux résumer la position des intellectuels camerounais, c'est la tribune rageuse de l'écrivain Gaston Kelman dans le quotidien Le Messager. Alors pour lui, il n'y a rien de bon dans ce rapport. Il est très clair. Il estime que vos travaux avec Cameroun, une guerre cachée aux origines de la France-Afrique, ceux de Gaston Donat, Richard Joseph et autres Mongo Betty sont autrement plus intéressants. Alors, à votre avis, c'était quoi l'intention cachée de Emmanuel Macron? Revenons un peu à cela. Mais je suis même pas sûr qu'elle soit cachée, en fait. C'est-à-dire, vous vous souvenez peut-être que Emmanuel Macron a fait une visite officielle en Afrique du Sud en mai 2021. Et il a fait un discours devant ce qu'on appelle la communauté française d'Afrique du Sud, où il a dit, voilà, nous allons bientôt organiser un sommet Afrique-France à Montpellier, et il faut que ce soit le point de départ d'un plan de reconquête. Oui. Donc, je mets cette expression entre guillemets, plan de reconquête, puisque c'est son expression. Il a dit, voilà, nous allons lancer un plan de reconquête, sous-entendu des opinions publiques africaines, grâce au sommet de Montpellier. Et effectivement, donc c'est très clair, c'est affiché, c'est filmé. Vous pouvez aller sur les comptes des réseaux sociaux d'Emmanuel Macron ou de l'Élysée, vous verrez ce discours où il dit, voilà, nous allons lancer un plan de reconquête. Voilà, donc il annonce clairement qu'il va lancer des initiatives de soft power, comme on peut appeler, c'est-à-dire de reconquête des esprits africains à travers des initiatives. Donc c'est effectivement il y a cette idée de créer
une maison de l'Afrique à Paris. Il y a l'idée de faire je ne sais quelle initiative culturelle, etc., etc. Et parmi ces initiatives s'inscrit très clairement cette commission mixte franco-camerounaise. C'est-à-dire que l'idée, c'est de face à ce qu'on appelle un peu abusivement le sentiment anti-français. Anti-français, oui. Voilà, c'est de lancer des initiatives qui vont permettre de calmer un petit peu les hostilités africaines à l'égard de la France. Et comme effectivement les autorités françaises ont compris que le tabou, pour revenir sur ce terme, ou en tout cas l'occultation de la guerre du Cameroun depuis des décennies commence à être contre-productive, l'idée, ça a été de dire maintenant nous allons faire la lumière sur cette guerre pour pouvoir mieux tourner la page et pour que il n'y ait pour casser une des revendications et un des points de crispation qui alimente le sentiment anti-français. Donc c'est pour ça que je pense que cette commission elle a évidemment une dimension universitaire et scientifique. Je ne le nie pas, mais je pense que l'intention première de cette commission est en réalité politique. Le but a été pour la France d'essayer de calmer les esprits africains avec cette commission. Et c'est, je crois, peut-être que les membres de la commission n'ont pas très très bien compris. C'est qu'en réalité, tout scientifique qu'ils soient, ils sont quand même les instruments d'un jeu politique, d'un jeu diplomatique, et que de toute façon, le savoir est politique. Il suffit de revenir aux citations fameuses de Rouben Oumniobé qui disait que tout est politique. Donc, cette commission est tout à fait politique. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Et cette opération mémorielle initiée par Emmanuel Macron intervient quand même et vous l'avez dit, dans un contexte géopolitique globalement défavorable à la France en Afrique ces dernières années, chassée un peu partout, chassée au Mali, au Niger, au Burkina Faso. Récemment, c'est la base militaire de la France au Tchad qui a été démantelée. Le Sénégal s'apprête également à le faire. D'où cette opération de reconquête dont vous parliez récemment. Est-ce que c'est quelque chose qui peut tenir sur la durée, ou alors on assiste un peu au déclin de la France dans ce qui était alors considéré comme son empire en Afrique? Mais effectivement, en fait, ce qui est intéressant, c'est que je parlais là de 2021-2022, donc le plan de reconquête, le lancement de cette commission, etc. Ça a été lancé à une période où la situation était moins dramatique pour la France qu'elle ne l'est maintenant. C'est-à-dire que, entre-temps, à cette époque-là, je pense que l'Élysée pouvait encore espérer parvenir à reconquérir les esprits des sociétés civiles, avec beaucoup de guillemets, africaines. Il y avait vraiment cette idée qu'avec ce genre d'initiative, une petite réforme du franc CFA par-ci, un petit allègement du dispositif militaire par-là, une petite commission mémorielle par-ci et une petite maison de l'Afrique à Paris, on arriverait finalement petit à petit à mettre en scène une forme d'amitié renouvelée. Comme disait Emmanuel Macron, il faut qu'entre la France et l'Afrique soit une histoire d'amour. Vous voyez, il était quand même à cette époque-là dans cette idée que finalement on pourrait assez facilement renouer les liens franco-africains sans trop se fatiguer. Quelques petites dépenses, quelques petites mesures symboliques à gauche à droite. Sauf qu'entre-temps, il y a eu des coups d'État, il y a eu des élections qui ont été très défavorables aux amis de la France dans certains pays, etc., etc. Et donc, le résultat de cette commission arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, enfin, ou à contre-cycle, disons. On est dans un cycle où finalement le rejet de la France est tel dans les anciennes colonies de la France en Afrique que ça va être difficile avec une petite commission et des petites mesures symboliques de renverser la vapeur. Et par ailleurs, l'attitude d'Emmanuel Macron, nous on le connaît bien en France. Je pense que beaucoup de Camerounais aussi observent ces attitudes. Elle n'est pas très favorable. C'est-à-dire, quand il fait des conférences en disant que les Africains devraient davantage remercier la France, ou quand on apprend que les Camerounais que les Africains sont des ingrats, oui. Voilà, que les Africains sont des ingrats, ou quand on apprend dans le journal Le Monde qu'il utilise des expressions racistes pour parler des Africains qui habitent en France, parlant je cite, des Mamadou qui sont dans les hôpitaux. Évidemment, ça n'aide pas, si vous voulez, à renouer les liens et à, pour utiliser une expression
qui est utilisé dans la documentation officielle, réconcilier les âmes. C'est-à-dire que là où vous parliez du texte de Gaston Kelman que j'ai lu aussi, qui est intéressant à plein de points de vue. Oui. Ce qui est le plus intéressant à mon avis, c'est vraiment cette idée que en fait, il stigmatise la notion d'histoire partagée. Partagée, en gros, oui. Voilà, la France ne cesse de parler d'histoire partagée. C'est-à-dire qu'on partage la même histoire que le bourreau. Le bourreau et la victime. Exactement. Oui. La France, les autorités françaises, en tout cas, ne cessent de parler de réconciliation des mémoires. Dans le document un peu communicationnel qui a été distribué ces derniers temps, qui s'appelle les funérailles de la mémoire, on parle de réconciliation des âmes. Et ça va loin quand même. Et ben, le problème, c'est que évidemment que on est pour la réconciliation. Comment être contre la réconciliation? Simplement, la question, c'est celle de la démarche. Qui demande la réconciliation? Comment ça se fait que ce soit l'ancien oppresseur, l'ancien colonisateur, qui exige de l'ancien colonisé, l'ancien opprimé, la réconciliation? La réconciliation, oui. Normalement, la modestie et le respect d'autrui devrait inciter la France à plus de modestie, à dire nous allons nous contenter de mettre à disposition toutes les ressources que nous avons à disposition de tous pour accéder à une forme de vérité qui pourrait déboucher ensuite sur une forme de justice, et ensuite à voir si les victimes de cette histoire, parce que cette histoire a fait des victimes nombreuses. De nombreuses, oui. Et voilà, à voir si les victimes de cette histoire, les colonisés en général, les colonisés camerounais en particulier, et les victimes directes et indirectes de ce conflit, est-ce que les victimes demandent une réconciliation? Et là, effectivement, s'il y a une demande des victimes d'une forme de réconciliation, très bien. Sauf que là, c'est le processus inverse qui se passe. C'est la puissance dominante, l'ancienne puissance coloniale, qui exige la réconciliation aux victimes, en disant, et même en indexant la vérité sur la réconciliation, en disant, nous vous aiderons à faire la lumière sur ces événements qu'à condition que les âmes se réconcilient. Ouais. Et donc là, il y a une expression que j'utilise souvent quand j'écris des textes sur ces questions, c'est une expression d'un historien algérien qui parle d'opération de pacification des mémoires. Oui. Il utilise cette expression de façon... Noureddin Amara, il s'appelle, cet historien, et cette expression est très intéressante dans la mesure où il utilise le mot pacification, qui était le même que celui qui était utilisé au moment de la répression. Oui, la répression, on l'appelait la pacification. Les zones de pacification, oui. Voilà, les zones de pacification, les techniques de pacification. Et c'est pas du tout un hasard si cet historien utilise cette idée d'opération de pacification des mémoires, c'est qu'en réalité, ces opérations mémorielles qui sont présentées comme la contradiction des opérations de violence postérieures, en réalité, rendent d'une certaine façon en continuité avec la pacification de naguère, des années 50 et 60. C'est-à-dire, en fait, ces opérations, d'une certaine façon mémorielles, sont la suite de la pacification qu'on prétend dénoncer. Oui. Alors, est-ce que d'une certaine façon, une continuation. Et d'ailleurs, c'est intéressant, je réfléchissais à ça tout à l'heure, je trouve que c'est intéressant de voir qu'il y a une filiation, en fait, entre l'idée de collaboration. Vous savez, j'ai écrit un livre récemment qui s'intéresse au lien entre François Mitterrand et Houphouët-Boigny. Il ne cessait de parler de collaboration. Il faut que les Africains et les Français collaborent entre eux. Ça, c'était avant les indépendances. Ah oui, ce serait bien qu'ils collaborent. Puis ensuite, après l'indépendance, on a parlé de coopération. Puis ensuite, plus récemment, on s'est mis à parler de partenariat. Oui. Puis maintenant, on parle de réconciliation. Vous voyez le champ lexical. Oui. C'est-à-dire qu'il y a une évolution sémantique qui n'est pas innocente, hein. Mais en fait, je pense on pourrait voir une sorte de continuité dans ces expressions. C'est-à-dire, en fait, les dominants, les Français et leurs alliés locaux, qui exigent des victimes et des dominés la collaboration, la coopération, le partenariat, la réconciliation. Oui. Simplement, est-ce que c'est véritablement aux dominants d'exiger ça, des gens qui souffrent de la domination? Oui. Alors, est-ce que ce à quoi on assiste aujourd'hui, Thomas Deltombe, avec ce rapport qui est un peu presque descendu au lance-flamme par un certain nombre de chercheurs et d'intellectuels, est-ce que ce n'était pas prévisible dès le début même de cette affaire avec la composition de cette commission mémoire? Côté français, on a une historienne de métier, Karine Ramondi, et côté camerounais, un chanteur, Blik Bassi. Alors, Gaston Kelman parle
parle à ce sujet de galéjade, carrément, alors que la chercheuse camerounaise Manuela Niafeu pointe ce qu'elle a appelé une injustice épistémique. Quel est votre avis là-dessus? Sur la composition même de cette commission créée par Emmanuel Macron. J'observe les mêmes réactions. Je crois que Daniel Abois aussi, l'historien Daniel Abois, lui aussi il était assez furieux, mais je peux le comprendre parce que il a travaillé pendant des années sur ces sujets et puis finalement il y a une répartition des rôles qui est, disons, un peu curieuse entre effectivement une partie scientifique qui est confiée à une Française et une partie artistique qui est confiée à un chanteur camerounais qui habite en France d'ailleurs en plus, je crois, et effectivement il y a quelque chose d'un peu curieux, mais au-delà de ça même on peut se demander qu'est-ce que ça veut dire un volet artistique pour parler de crimes coloniaux. Ça c'est vrai que c'est une question où j'ai pas forcément de réponse. Je comprends pas en fait même très très bien quelle était l'intention. Je m'apprêtais à vous poser justement la question, c'est-à-dire que est-ce que vous avez compris que Emmanuel Macron est greffé à cette commission de chercheurs un volet artistique sur la mémoire? J'ai personnellement du mal à comprendre c'était quoi le but. J'avoue que j'ai un peu la même interrogation. J'imagine que l'idée était de dire on ne va pas se contenter de faire la lumière. Alors peut-être qu'ils avaient peut-être déjà dans l'idée que beaucoup de choses avaient déjà été dites et qu'il n'y aurait pas grand-chose dans ce rapport du volet recherche et que du coup il fallait accompagner ça d'une forme de folklore, je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais alors voilà, bon là il faudrait justement, c'est là que ce serait intéressant que vous interrogiez Karine Ramondi, Blick Dassy et les autres dans un deuxième temps. Mais ce qu'on voit déjà apparaître, c'est que sur les réseaux sociaux, y compris de gens de ces commissions, c'est qu'il y a visiblement un assez fort désaccord entre eux. Je voyais là récemment quelqu'un qui est dans la commission artistique, là, dans le volet artistique, qui disait que les conclusions du rapport recherche n'engagent pas la commission artistique, ce n'est pas, et vice versa, etc. Bon, j'avoue que j'ai l'impression que tout ça est assez confus et un peu dommage, mais je pense que évidemment cette confusion vient d'espèces d'agenda caché qu'il peut y avoir derrière ces initiatives. C'est pour ça que moi, depuis le départ, et on est nombreux dans ce cas, à militer véritablement vous savez, en France, on parle tout le temps de la séparation de l'Église et de l'État, et je pense qu'il est important de bien séparer la politique de la recherche scientifique, voilà. Et que ce genre de commissions, elles peuvent avoir des avantages. Le sujet est quand même sérieux, c'est-à-dire qu'on parle quand même de l'histoire et de la mémoire d'un pays qui a été mutilé, qui a été où de nombreuses personnes ont été massacrées. Je pense que cela demande quand même un certain sérieux et une certaine rigueur, non? Oui, alors et ça c'est intéressant aussi parce que on parle beaucoup des victimes directes du conflit, donc les gens qui ont été tués, les femmes qui ont été violées, les gens qui ont été mutilés, etc. Mais il y a énormément de victimes indirectes aussi. Tout à fait. Et les victimes indirectes, c'est qui ? C'est tous les Camerounais en fait. Parce que cette guerre, il y a un problème aussi dans ce rapport qui est assez important, c'est que à ma connaissance, enfin en tout cas, j'ai pas vu de partie où on explique pourquoi la France s'acharne à ce point disons que les motivations des Français ne sont pas étudiées. Donc c'est un rapport qui explique comment la France a fait la guerre au Cameroun, mais qui n'explique pas vraiment pourquoi. Il y a pas, par exemple, si vous tapez dans la recherche pétrole, le mot pétrole n'apparaît presque jamais. Or, évidemment que la question du pétrole, elle rentre en ligne de compte. En tout cas, c'est quelque chose qui aurait dû, à mon avis, être étudié par la Commission. Or, ils n'ont pas étudié le rôle des acteurs pétroliers, par exemple, dans cette affaire. Ils n'ont pas étudié les questions économiques, la répression économique. Oui. Bon, et une des raisons de cette guerre fondamentale, c'est finalement la perpétuation de pillage colonial. Voilà, c'est-à-dire que il y a des raisons économiques et des raisons stratégiques pour lesquelles la France s'est acharnée contre l'UPC. Et le but final était de maintenir le Cameroun dans l'orbite française. Voilà, et donc c'est comme cette guerre a permis une mutation d'un système colonial à un système néocolonial.
Oui. Et les Camerounais, à mon avis, enfin là, vous n'êtes pas obligé de partager mon point de vue, mais à mon avis, les Camerounais et les Camerounaises d'aujourd'hui sont également victimes de cette guerre. Dans la mesure où le régime autoritaire qui a été installé, Oui. et ses héritiers sont toujours en place au Cameroun. Et puis il y a une mémoire traumatique quand même, hein, qui date quand même de ces époques-là où beaucoup gardent encore les séquelles de la brutalité de la France coloniale au Cameroun. Mais au-delà même des séquelles, le système qui a été installé, le franc CFA, tous les mécanismes de coopération et de captation des richesses, et ben finalement il a dépossédé la nation camerounaise d'une richesse, d'une spécificité, d'une liberté, etc. Donc les Camerounais d'aujourd'hui sont toujours victimes de cette guerre. C'est ça qu'il faut, à mon avis, comprendre. Et c'est pour ça aussi que j'ai un petit peu là aussi, j'aurais bien aimé discuter avec Karine Raimondi, parce que je l'entends dans les médias dire l'expression suivante: la France a mené une guerre de décolonisation au Cameroun. Je ne sais pas si vous avez vu passer cette expression. Oui, je l'ai vu passer, oui. Oui, mais là, ça pose un énorme problème. Comment cela ? Parce que la France n'a pas mené une guerre de décolonisation au Cameroun. La France a mené une guerre de colonisation, de recolonisation, de néocolonisation. Donc c'est l'inverse. Oui. Donc là, il y a quelque chose qui me trouble en fait quand je l'entends dire que la France a mené une guerre de décolonisation. On dirait que c'est la France qui a décolonisé le Cameroun. Mais non, la France le Cameroun a mené la lutté guerre pour précisément pour éviter une décolonisation véritable du Cameroun. Absolument. Et donc là, je crois qu'il y a la communication est sans doute bien organisée, mais elle a quand même ses défauts. C'est-à-dire que un lecteur ou une lectrice française qui voit un titre comme ça dans la presse française se dit: ah bah c'est bien, la France a mené une guerre pour décoloniser le Cameroun. Oui. Donc là, le message est un peu brouillé à mon avis, mais revenons un peu, Thomas Deltombe, sur le volet artistique de cette commission. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Blick Bassi et ses camarades n'ont pas chômé. Alors ils ont proposé quand même quelque chose. Je les cite: les funérailles de la mémoire. C'est pas mal, non? C'est joli. Bon. Je sais pas si c'est assez poétique comme formule, non? Ah bah oui, tout à fait. Non, ça c'est pas. Non, mais alors là, pour tout dire, ça pourrait être du Achille Mbembe presque. C'est-à-dire non, c'est-à-dire que c'est des expressions effectivement qui assez imagées et assez intéressantes à vrai dire, hein, assez poétiques. Alors ce qui est moins poétique, parce que là du coup, puisque vous en parlez, je regarde le rapport, c'est la photo très politique d'Emmanuel Macron avec Paul Biya qui se serre la main. Et puis une grande citation d'Emmanuel Macron. Mais en fait, je ne comprends pas bien le statut de ce document, parce qu'il est effectivement sur les sites officiels français. Après, on a une grande citation d'Emmanuel Macron. Oui. Et puis ensuite, donc on parle de réconciliation des âmes, là. Et puis ensuite, on a toute une série un catalogue d'initiatives artistiques et culturelles assez variées. Oui. Des films animés, des bandes dessinées. Bah oui, ça c'est justement ce que la Blick Bassi propose, c'est-à-dire que ces funérailles de la mémoire vont permettre de faire de mener un certain nombre d'actions dans le sens de la reconnaissance de la guerre menée par la France au Cameroun, le volet artistique avec la création de dessins animés, de jeux vidéo, de documentaires pour raconter l'histoire des mouvements indépendantistes au Cameroun. Sur le plan de l'éducation, Blick Bassi propose également un plaidoyer pour une réparation sincère des préjudices subis et l'intégration de l'histoire complète du Cameroun dans les programmes scolaires, la mise en place d'une nouvelle commission pour travailler sur une relation apaisée entre le Cameroun et la France. Il y a quand même de la proposition là, hein. Oui, oui, tout à fait. Ce qui me surprend un peu plus, moi, c'est l'emballage un peu, parce que dans ce document, il y a aussi le budget prévisionnel. Alors on voit qu'il va y avoir. Mais c'est incroyable en fait ce document, parce on est vraiment nous-mêmes informés. Par exemple, communication et marketing, 920 000 euros.
c'est bien. C'est-à-dire qu'il y a quand même des gens qui vont gagner pas mal d'argent peut-être sur. Donc là, on voit le budget global, c'est 5 millions 200 000 euros. Ouais. Ah oui, 5 200 000 euros pour... Alors ça donne, mais justement, c'est ça qui est un peu curieux. En fait, ce qui est un peu curieux dans ce document, c'est pas mal, je le cite dans une... En fait, je me suis intéressé à ce document pour le journal Libération qui m'a interviewé, en France, qui m'a interviewé sur ce document. Oui. Et effectivement, j'ai regardé. Au début, ça parle de réconciliation des âmes, des choses quand même, des objectifs très très élevés. Et puis à la fin, ça parle de budget prévisionnel avec des chiffres. Et là, on est dans des considérations un peu moins élevées. Et à la toute fin, il y a une page retombées attendues. Alors, il y a des retombées culturelles et sociales. Il y a un impact économique. La labellisation de lieux culturels au Cameroun et en France apportera une visibilité accrue. Les événements attirant un public local et international, dynamisant l'économie locale des sites partenaires tout en offrant des opportunités médiatiques et de sponsoring. Alors là, c'est un vocabulaire qui est beaucoup moins philosophique que la réconciliation des âmes. Oui. On est là carrément dans le commerce, hein. Oui, alors voilà. C'est carrément le lucre, là. Mais en fait, non, je sais pas si c'est le lucre, mais en tout cas, pour parler plus sérieusement, c'est vrai que il y a quelque chose d'un peu, j'allais dire malsain, en tout cas malaisant, comme on dit, à parler des retombées économiques d'un travail de mémoire sur d'un drame sur des massacres. Oui. Et là, c'est vrai que quand on dit c'est bien, il y aura des opportunités médiatiques et de sponsoring pour un budget de presque 1 million d'euros, alors que peut-être des gens qui nous écoutent aujourd'hui ont subi des violences indicibles. Et c'est là qu'il y a une sorte de mélange des genres scientifico, politico, économiques qui, moi, me gêne. Peut-être que je suis le seul et tout ça, mais c'est vrai que je trouve ça un peu gênant. Je trouve que la France, en fait, là, les autorités françaises, ça avance beaucoup. C'est-à-dire quand elles font un package, en fait. Elles font un package en disant, nous allons faire une opération mémorielle, tout compris. Une commission avec des universitaires qui vont faire la lumière, boum, et en même temps, on publie un document artistico, culturello, économique, comme si finalement il n'y avait pas de temps pour les gens et les victimes en particulier de réfléchir à ce qui est en train d'être rendu officiel. C'est-à-dire que l'histoire, en réalité, elle est connue depuis un certain nombre d'années, grâce à plein de travaux, les nôtres et beaucoup d'autres. Cette histoire, finalement, elle commence à être bien connue. On n'a pas eu besoin d'attendre Emmanuel Macron, ni même Paul Biya pour faire la lumière sur ça. Mais là où le rapport, à mon avis, le seul intérêt véritable, disons, de ce rapport, c'est qu'il acte le fait que cette histoire est vraie, et qu'il acte le fait que les autorités officielles reconnaissent comme vraies des choses qui avaient été documentées. À mon avis, ça, c'est intéressant. Simplement, ça suppose un temps de digestion, disons. De dire, voilà, maintenant qu'on sait que les autorités reconnaissent ces violences, on ne peut pas se précipiter dans des opérations de marketing. Parce que finalement, la forme tue le fond et l'intention politicienne et économique tue la profondeur du dossier. Oui, la dimension politique vient un peu vampiriser ce travail de mémoire. À quoi faut-il s'attendre maintenant que le rapport sur le rôle de la France dans la répression des nationalistes camerounais a été rendu public, Thomas Deltombe? À quoi faut-il désormais s'attendre? C'est-à-dire par exemple, plus précisément, du côté des officiels français, à quoi faut-il s'attendre aujourd'hui? Ça c'est amusant parce que Karine Ramondi a été interviewée dans le journal Le Monde et le journal Le Monde lui demande est-ce que vous pensez, vous réclamez la reconnaissance de ces faits, est-ce que vous pensez que ça sera, mais c'est évident puisque l'Élysée n'aurait jamais commandité un rapport, n'aurait jamais monté une commission mémorielle si elle était pas déjà prête à reconnaître tout ça. Emmanuel Macron lui-même en 2022 à Yaoundé parlait de guerre. Il disait il n'y a pas de doute qu'il y a eu une guerre. Donc
bon, il l'avait déjà reconnu en fait. Donc voilà, il y a tout un jeu là d'acteurs. On fait comme si on se demandait ce qui allait se passer. Bon, sous quelle forme Emmanuel Macron va reparler de cette guerre? Je ne sais pas. Est-ce qu'il va faire une allocution? Est-ce qu'il va faire un communiqué comme il l'a fait pour le 17 octobre 61? Je ne sais pas. Mais ce qui est évident, c'est que voilà, il va y avoir quelque chose qui va indiquer que la France reconnaît effectivement sa part de responsabilité dans les violences, etc., etc. Mais là encore, Achille Mbembe, qui a accompagné tout ce processus, le disait lui-même à Yaoundé en 2022. L'essentiel des faits est connu et ce qui serait bien, c'est que la France reconnaisse au moins les assassinats des responsables politiques, Oumniobé, Moumié, voilà. Donc bon, ça risque d'arriver assez vite. Mais moi, je pense que c'est pas ça le plus important en fait. C'est quoi le plus important? Le plus important, à mon avis, c'est que cette histoire puisse être le plus important, c'est pas tant les récupérations politiques ou étatiques de l'histoire. Je pense que le plus important, c'est que la vérité puisse continuer à se faire, indépendamment des instrumentalisations politiques, et que de là puisse découler un processus de justice qui ne soit pas ordonné par les pouvoirs. Voilà. Mais bon, c'est des processus complexe. Ce qui m'énerve et ce qui m'énerve, c'est l'instrumentalisation politique de ces questions-là. Oui. Alors, et maintenant, du côté des citoyens français, parce que c'est quand même en vos noms que vos dirigeants ont tué des milliers de Camerounais et travesti la trajectoire politique du pays en le confiant au moins légitime des Camerounais. Et c'est cette politique qui continue jusqu'aujourd'hui sous le vocable sous ce qu'on a appelé la France-Afrique. Oui, ça, les Français devraient commencer à s'habituer en fait à ce que beaucoup de choses se fassent en leur nom, sans qu'ils n'aient décidé quoi que ce soit. Bon, ça, c'est très typique de la politique africaine en particulier, qui est décidée complètement depuis le plus haut sommet de l'État, sans aucun débat parlementaire, sans aucun débat médiatique, et finalement on apprend, ou on n'apprend pas d'ailleurs parfois, que des actions ont été menées en notre nom, en tout cas par des gens qu'on est censé avoir élus, et pourtant que nous désapprouvons collectivement quand même très massivement. Et donc c'est une lutte aussi en France qu'on est très nombreux à essayer de mener, tout simplement, une politique qui soit une politique de justice et qui sorte en fait des vieux schémas impérialistes de la France. Bon, c'est un combat très long, très dur, mais qu'on essaie de mener petit à petit. Mais effectivement, il y a une responsabilité aussi des citoyens, des citoyennes françaises dans cette histoire. Oui. Ben oui, parce que vos dirigeants continuent à maintenir un certain nombre de dirigeants en Afrique. Paul Biya, aujourd'hui âgé de 92 ans, donc 42 déjà passé au pouvoir, et il est toujours chaud pour 7 années de plus à partir de octobre prochain, qui s'est toujours présenté. 42 uniquement à la présidence. Uniquement à la présidence, parce que c'est depuis les années 60 qu'il a été recommandé par les Français à Amadou Ahidjo. Et donc, il s'est toujours présenté comme le meilleur élève de la France. Oui. Mais en fait, moi, c'est ça qui m'a, dans le petit article que vous mentionnez tout à l'heure, que j'ai publié sur le site Afrique 21. Afrique 21, c'est ça qui m'a le plus frappé, en fait. C'est que, je parlais tout à l'heure du plan de reconquête, espèce d'opération de soft power que la France a lancé, que Emmanuel Macron a lancé finalement en Afrique. En fait, cette opération de séduction, elle visait surtout la jeunesse africaine, les sociétés civiles africaines, et pas forcément les vieux dinosaures comme Paul Biya. Or, au moment de la remise du rapport par Karine Ramondi à Etoudi, ce qui m'a frappé en voyant cette image, c'est que je me suis dit finalement, le premier bénéficiaire de cette affaire, c'est pas du tout la jeunesse camerounaise ou la société civile africaine, je mets plein de guillemets autour de tout ça, mais c'est finalement Paul Biya, parce que finalement ce rapport, il arrive à point nommé pour lui. Il arrive juste avant les élections présidentielles et il peut célébrer l'amitié franco-camerounaise au moment où il a besoin du soutien, au moins tacite, de la France dans la perpétuation de son régime. Ouais.
Et donc c'est vrai que ça m'a frappé parce que moi-même je n'avais pas vraiment pensé à ça. Parce que ma première idée, quand j'avais vu l'annonce de cette commission, on avait vu un jeune Macron fringant sur l'estrade parler de la commission mémoire et devant un Paul Biya mutique. Je m'étais dit, il doit pas être tout à fait d'accord avec cette affaire-là. Ça va faire ressortir des vieux dossiers qui vont mettre en cause son régime. Il n'a pas forcément intérêt à ça, etc. Et en fait, je m'aperçois que 2 ans plus tard, il est tout content d'accueillir la commission mémorielle dans son palais et que ça n'a pas l'air de l'avoir dérangé plus que ça qu'on, entre guillemets, fasse la lumière sur ces événements. Et le fait que les archives camerounaises n'aient pas été ouvertes et le fait qu'un certain nombre d'acteurs en fait importants de cette histoire ne soient quasiment pas mentionnés dans le rapport, je pense par exemple à Félix Sabaleko. Oui. C'est quelqu'un qu'on a interviewé longuement, qu'on a filmé, on a fouillé ses archives, on a discuté très longuement avec lui. Il disait des choses terribles, il avait des propos ultra ethnistes, des choses. Et son nom n'apparaît qu'une seule fois dans le rapport. Et je me suis dit tiens, finalement le rapport, comme je l'ai dit et j'insiste, apporte plein de choses. Et en même temps, il y a des choses qu'il ne dit pas et pourtant qui ont été dites ailleurs et qui sont pourtant importantes. Donc voilà, ce sera intéressant. Là aussi, il faudrait interroger Karine Raimondi pour savoir ce qu'elle en pense véritablement. Qu'elle dise, voilà, parce que ce rapport s'arrête. Elle le dit d'ailleurs dans son interview dans le journal Le Monde. Le Monde lui demande est-ce que vous avez creusé le rôle de Paul Biya dans cette affaire ? Et elle dit clairement, on n'a pas été mandaté pour ça, c'est pas à nous de le faire. Donc ça, je sais pas si elle est gênée quand elle dit ça ou pas, mais en tout cas ce sera intéressant si vous avez l'occasion de discuter avec elle, de lui demander véritablement ce qu'elle en dit. Oui. Alors sorti, Thomas Deltombe, on va bientôt conclure cette émission. À la sortie de votre livre Cameroun, une guerre cachée aux origines de la France-Afrique en 2011, le livre il n'a pas eu les faveurs des grands médias en France. Alors maintenant que tout le monde semble d'accord. C'est relatif. On a eu. Alors pas les grands médias, c'est-à-dire pas les médias les plus mainstream en France, les télévisions. Les grandes radios, etc. Mais malgré tout, c'est pas un livre qui est passé inaperçu du tout. Il s'est très bien vendu. Qui a eu qui a été un succès de librairie. On est bien d'accord. Mais dans les médias, c'était plutôt les grands médias, s'entend, c'était plutôt un peu timide parce que pourtant ce livre pointait quand même la responsabilité de la France sur une guerre qu'elle a menée dans un autre pays. Alors, maintenant que tout le monde semble d'accord avec ce que vous écriviez, est-ce qu'on peut s'attendre à une deuxième vie de ce livre et du second, de la duologie de ces ouvrages, la Cameroun et puis la guerre cachée, que vous aviez une seconde vie de ces deux ouvrages-là? Deuxième vie, je ne sais pas. Faut qu'on réfléchisse à ce qu'on fait de ces travaux. Oui. En tout cas, là, pour l'instant, on est en train de préparer la publication en anglais de la guerre du Cameroun, puisqu'il va apparaître aux États-Unis, en Angleterre, dans quelques semaines. Oui. Et donc là, on est en train de relire le livre en anglais. Donc ça fait plaisir parce qu'on va pouvoir aussi partager nos recherches, nos connaissances avec un autre public linguistique, et puis de pouvoir croiser aussi ces recherches avec d'autres chercheurs qui ont travaillé sur d'autres terrains. On pense par exemple au Kenya ou à d'autres endroits où des guerres de recolonisation ou des guerres coloniales ont été menées. Donc ça va être intéressant. Pour l'instant, on est surtout concentré sur ce volet-là, finalement. Voilà, plus international, si on peut dire. Pour conclure, Thomas Deltombe, en 2016, dans une interview que vous m'aviez accordée à la sortie de votre deuxième livre avec Jacob Tatita et Emmanuel Domègue, La guerre du Cameroun, vous disiez qu'il faut obliger la France à reconnaître ses crimes au Cameroun. Alors, nous y sommes. C'est bien ça? Oui, je pense qu'on y est. Ouais. Très bien. Thomas Deltombe, merci. Non, en fait, encore une fois, je ne suis pas sûr qu'il faille attendre forcément de l'État. Je pense qu'il faut véritablement séparer, je le redis, séparer la connaissance
de l'instrumentalisation politique. La reconnaissance, oui, mais de toute façon, il y a une reconnaissance de fait. À partir du moment où on lance ce type d'initiative, il y a une reconnaissance de fait. Donc oui, en effet, la société française, je ne vais pas parler pour la société camerounaise, mais la société française est en train de reconnaître une guerre qu'elle n'a jamais connue et donc jamais reconnue. Voilà. Donc ça, c'est une étape importante, effectivement, dans la connaissance des relations franco-camerounaises, des relations franco-africaines, mais aussi dans la façon dont la France peut se regarder elle-même dans sa relation avec les autres continents. Thomas Deltombe, merci. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle le dernier livre que vous avez publié il y a quelques mois, c'est L'Afrique d'abord, quand François Mitterrand voulait sauver l'Empire français. C'est aux éditions La Découverte, livre très très intéressant qui rentre en droite ligne de vos travaux sur les relations entre la France et l'Afrique. Merci beaucoup Thomas Deltombe. Mesdames et messieurs, merci d'avoir écouté cette autre édition de votre émission Autant le dire. Je vous retrouve la semaine prochaine avec un autre invité et ce sera toujours avec le même plaisir. Vous rêvez d'une nouvelle maison, d'un investissement sûr ou de simplifier la gestion de vos biens? Mapiol est la solution. Grâce à nos services adaptés à vos besoins, Mapiol vous accompagne à chaque étape de votre projet immobilier. Mapiol, c'est aussi la plateforme immobilière entièrement digitale qui s'adapte à vos préférences et à vos sélections pour vous recommander des propriétés qui répondent le mieux à vos critères. Avec Mapiol, simplifiez-vous la vie en bénéficiant de nos différents offres et services immobiliers, notamment l'achat, la vente, la construction, la location, le financement et l'investissement. Bénéficiez également d'un accompagnement juridique expert pour sécuriser vos transactions et déléguer la gestion de vos biens en toute confiance. Également, simplifiez vos démarches administratives grâce à notre expertise. Mapiol, c'est la solution globale, accessible et transparente à tous vos besoins immobiliers. Mapiol, l'immobilier en un clic. Nous avons pensé. Pour mieux répondre à vos attentes, nous avons réussi le standing. Hôtel Le Quai d'Orsay. Better than what you imagine. Au cours des 20 dernières années, le développement de l'Internet mobile a révolutionné notre façon de consommer la musique. Si en 2002, le CD représentait 90% des revenus du marché musical, aujourd'hui, le streaming, c'est 2/3 des revenus engrangés. Le monde change et pour vous accompagner, LOG Music Entertainment est une agence de distribution digitale qui permet aux artistes et labels de distribuer leur musique à travers le monde sur plus de 250 plateformes de streaming telles que Boomplay, Spotify ou encore Apple Music. Alors n'attendez plus et rejoignez la nouvelle ère, musicalement vôtre. Hôtel Noubou International. Situé à quelques minutes de l'aéroport international de Douala, l'hôtel Noubou International est un complexe de 2 hôtels au standing situés dans les quartiers d'affaires de la ville de Douala. Noubou International Hôtel de Bonapriso et Ngodi Aqua vous offre l'assurance de passer des moments inoubliables dans ses suites luxueuses et confortables. Ses chambres calmes et élégantes
Ses prestigieuses salles de conférences et de banquets avec une vue imprenable sur la ville. Une salle de remise en forme équipée du matériel de technologie récente. Des espaces snacks et restaurants avec des menus variés et un large choix des cocktails disponibles pour vous permettre de passer des moments uniques. Bénéficiez d'une connexion internet rapide et gratuite ainsi que d'une navette aéroport disponible 24 h sur 24. Nobu International Hotel s'impose par son style contemporain et sa touche particulière pour répondre aux besoins de la plus exigeante des clientèles. N'hésitez plus, faites confiance au groupe Nobu International Hotel. Pour plus d'informations, visitez notre site www.nubuinternationalhotel.com ou contactez-nous au 233 42 03 31. Nobu International Hotel. A touch of class.